L'engagement particulier de l'artiste, c'est de descendre aux entrailles des choses et de rendre exactement ce qu'il a découvert. S'il est un acteur qui incarne à merveille cette sentence de l'écrivain Roger Vaillant, c'est bien mon invité. Cet artiste aux multiples facettes, à la fois profond et aérien et si ardent dans son jeu, est aujourd'hui un acteur incontournable de la scène et de l'écran. Et c'est avec plaisir que je le reçois dans VIP. Charles Berling, bonjour. Bonjour. Elle vous a plu ma citation de Roger Ouais, Vaillant? elle est belle, très belle. Elle vous correspond? Oui, je comprends bien ça, parce que depuis que j'ai commencé à jouer à l'âge de 15 ans, j'ai senti que, au-delà de l'exhibitionnisme propre à l'acteur, qui est un point de départ essentiel, eh bien, tout d'un coup, en fréquentant de grandes œuvres de littérature théâtrale et en les jouant, je comprenais justement qu'il fallait chercher à aller au fond de l'essence même d'un texte, plutôt que de se laisser aller à certaines facilités qui produisent des effets sur le moment assez plaisants ou même parfois efficaces, mais disons que la route la plus longue et la plus profonde d'une œuvre, c'est-à-dire par exemple d'une pièce ou d'un film, du trajet d'un personnage, c'est ça qu'il faut rechercher, en sacrifiant, s'il le faut, des moments où ça brille. Voilà. Et ça, j'ai toujours travaillé dans cette direction. Ça m'a toujours intéressé, ça. Je me suis toujours dit, tiens, il faut chercher ça. Vous, ce qui vous caractérise, c'est votre éclectisme, et vous le revendiquez d'ailleurs. Hein, Ah oui. Oui. Cette diversité, vous l'aimez? Oui, je la revendique parce que pour moi, elle est l'image de la vie, elle est l'image du monde. Et je dirais, comment dirais-je, je ressens que l'imperfection est une chose qu'il faut défendre, en tout cas qu'il faut accepter. Je pense que la perfection, l'idée de la perfection, c'est quelque chose vers lequel on a envie de tendre naturellement, mais dès que l'idée de la perfection cherche à s'imposer contre le reste, ça donne pour moi des grandes catastrophes. Ça a donné des grandes catastrophes humaines, comme par exemple l'idée que telle religion incarne la perfection spirituelle, que le nazisme, par exemple, est basé sur des idées de perfection. L'homme doit être parfait. Donc tout ce qui n'est pas parfait est à éliminer. Et ainsi de suite, si vous voulez. Il y a beaucoup de choses qui... Et donc, et c'est pareil pour une œuvre. Une œuvre doit être... elle est imparfaite. Donc il faut accepter cette chose-là. Pour mieux... comment dirais-je? J'aime beaucoup cette phrase qui dit... ça c'est pour l'amour, mais pour moi c'est valable aussi pour l'art, c'est-à-dire je ne peux ni ne veux te posséder, mais je ne peux pas vivre sans cet espoir. Bien, donc ça part de cette affirmation que ça n'est pas possible, mais qu'on a envie mais qu'on tend vers ça. Donc pour moi, l'idée de l'imperfection est très importante. J'aime beaucoup cette phrase de Stanley Kubrick qui disait faire un film, c'est comme composer une symphonie au milieu d'auto-tamponneuses. C'est-à-dire que là aussi, je sens que Stanley Kubrick dit cette chose, pour moi, enfin, en tout cas, elle fait écho dans le sens qu'il se rend compte de l'imperfection du cinéma. Parce que c'est un groupe d'êtres humains aussi, et qu'un groupe d'êtres humains est forcément imparfait. L'imperfection, elle est fille de la fragilité, non? Il faut être un peu fragile et accepter de se fragiliser pour pouvoir... Mais tout est fragile, puisque tout est éphémère, tout est mortel. Je pense que tout est très fragile. Ça, donc l'imperfection aussi, mais c'est une autre chose pour moi. Enfin. Pour revenir à votre parcours, on dit souvent que vous avez fait beaucoup de théâtre avant d'arriver au cinéma, que vous êtes arrivé au cinéma sur le tard, vous n'êtes pas non plus très âgé, donc qu'est-ce que ça veut dire sur le tard? Bon, à 35 ans au lieu de le faire à 25 ans. Quoi, oui, voilà, mais peut-être que le côté jeune premier, ça ne vous ressemblait pas non plus de toute façon. Quand j'étais jeune premier, enfin quand j'avais 25 ans, j'avais quelques rendez-vous au cinéma, et j'avais un regard, non pas de vieux, mais les gens ne lisaient pas dans mon regard une chose suffisamment juvénile. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Il y a peut-être déjà une certaine maturité, alors. Claude Sauté m'avait dit pourquoi, enfin, quand il m'avait engagé pour Nelly et Monsieur Arnaud, pour faire ce rôle à l'intérieur de son film, il m'avait dit « Je te prends parce que toi, il n'y a pas d'autres acteurs, j'ai des jeunes acteurs comme toi, là, que j'ai vus, qui ont un regard où on se dit il me dit ça, mais peut-être qu'il pense l'inverse ». C'est-à-dire qu'on attend d'un jeune premier qu'il soit absolument univoque, si vous voulez, qu'on lise quelque chose de transparent, de pur, de propre. Et moi,
J'ai toujours une espèce de... Enfin, voilà, j'ai compris un peu ces choses-là, mais moi, je ne le savais pas. Alors, vous avez cité Nelly et Monsieur Arnaud, on va citer aussi Ridicule de Patrice Lecomte, Tout à fait. qui vous a révélé au grand public, Oui. ce fameux grand public. Il y a eu d'autres films aussi. Il y a eu L'Ennui, qui a été un film important dans votre carrière. Très. Très. Oui. Très bon accueil. Cédric Kahn, en public et plus, c'était pour critique. moi un très grand cinéaste. Et qui vous a valu une nomination Oui. aussi, au César du meilleur acteur. Aussi, oui. Puis il y a eu d'autres films après, 15 août, Les Palmes de Monsieur Schultz, Les Cravate Destinées Club, Les sentimentales, Destinées Demon sentimentales Lover. d'Olivier Assayas. Oui. Ouais. J'en ai fait une trentaine. Voilà, ça donne un petit peu plus. des repères à nos téléspectateurs. Vous dites que vous fustigez ce que vous appelez les handicapés de l'humain, des gens qui sont plus carriéristes que passionnés. Vous avez l'impression d'avoir échappé à ce danger-là, vous? Je ne sais pas, je ne suis pas mal placé pour le juger, mais c'est vrai que... et c'est comme ça que j'ai voulu faire ce livre avec Michel Bouquet, c'est-à-dire qu'il y a eu cette génération de Michel Bouquet, ou quand j'avais rencontré Claude Sautet, ou Philippe Noiret, Jean-Louis Trintignant, cette génération d'acteurs, et ces acteurs-là, pour moi, ont fait leur métier en revendiquant la curiosité humaine que ça représente de faire du cinéma ou du théâtre. C'est-à-dire, pour moi, faire du cinéma ou du théâtre, c'est aller à la rencontre des autres, de la société, mais en défendant, je dirais, pour moi, même être acteur, c'est défendre l'individu face ou même contre des systèmes de société qui ont tendance à étouffer l'être, l'individu. Donc, être acteur, c'est toujours défendre un personnage, donc défendre une identité particulière face à un ensemble de choses qui est le système social, qui est les autres, qui est... Bon. Donc, à partir de là, l'idée de l'être humain et de la force, même si c'est fragile, de l'individu est absolument nécessaire. Et cette génération-là défendent ça, on foi dans l'être humain. On le ressent moins maintenant chez les jeunes acteurs ou les gens qui font du cinéma ou même du théâtre. Pour moi, j'ai le sentiment que ces gens qui fabriquent ces films ou ces pièces sont tellement oppressés et tellement pressurisés par des systèmes de plus en plus durs et un peu mercantiles que cette curiosité-là, elle a un peu tendance à disparaître. J'ai le sentiment que c'est plus dur, comme on dit. Et c'est pour ça que cette génération de mon père, disons, chez ces acteurs-là, j'aime beaucoup leur façon de voir le métier, quoi. Prenons une famille nombreuse, 8 personnes en tout. Papa est médecin dans la marine, maman est professeur d'anglais et ce joli couple va mettre au monde 6 enfants à raison d'un tous les 2 ans. Il y aura Isabelle, Philippe, Paul, Charles, Marie et Suzanne. Celui qui nous intéresse, nous, c'est Charles. Il est malicieux, drôle, un peu remuant, mais sème la bonne humeur dans sa famille. Adulte, il n'a guère changé, son charisme fonctionne toujours, la preuve en chair et en os dans ce fauteuil rouge. Ça va, vous vous reconnaissez dans la définition, Charles Berling? Oui, c'est là suffisamment général pour que ça soit facile de se reconnaître, oui. Oh ben non, un petit enfant turbulent, remuant, Oui, non, mais c'est ça, joyeux. exactement. Oui, j'étais même très turbulent, oui, j'avais du mal à tenir sur une chaise. Vous avez bien changé. Parce que je suis fatigué aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive de vous voir enfant? Oui, sur des photos. Oui, d'accord, mais est-ce que vous êtes resté proche de cette enfance? Oui, c'est même pour moi un repère. C'est-à-dire que dans ma vie, je sens les moments où, quand je m'éloigne trop de mon enfance, je sens ce que je perds. Parce que quand on s'éloigne trop, quand on perd trop son enfance de vue, je pense qu'on perd quelque chose de l'ordre de la vie. Oui, c'est très important pour moi. Et en plus, je fais un métier qui est, comme vous le disiez à l'instant, qui a un rapport très profond à l'enfance. Jouer, c'est inné chez un enfant. Donc le fait, une fois adulte, de perpétuer cette activité, ça veut dire que, pour moi, c'est maintenir un certain rapport à l'enfance. Et vous gardez des bons souvenirs de cette famille nombreuse? De très bons souvenirs, oui. Oui, bizarrement, enfin contradictoirement, à la fois de très très bons souvenirs. Je pense que ça me fonde de façon très profonde, et qu'en même temps, j'ai vécu une enfance que je qualifierais de tout à fait heureuse, et en même temps, ça m'a donné la méfiance vis-à-vis de la notion de groupe.
Je n'aime pas les groupes. Parce que quand on est 6 enfants, qu'on est avec ses 2 parents, il y a un peu un côté troupeau, si vous voulez. Tout doit se faire toujours. Enfin, chaque fois, il faut considérer la chose à 8 personnes, plus un chien, plus après les amis. Donc ça fait qu'il y a à chaque fois qu'on déplace quelque chose, qu'on va quelque part, que machin, qu'on organise un repas, que quelles que soient les activités comme ça, eh bien ça se fait en groupe. Donc il y a eu un moment où moi j'ai été fort traumatisé par cette chose-là. Parce qu'on ne vous prenait pas assez en tant qu'individualité? Oui, sans doute, oui. Enfin, et puis parce que les mouvements sont lents, qu'un groupe, ça... Vous voyez, par exemple, ça me fait détester les gros repas au restaurant avec 15 personnes où il faut attendre que tout le monde ait pris sa commande. Après, il faut payer la... Enfin, ça prend des plombes, machin. Et puis, bon, sans doute, j'ai un caractère un peu impatient, donc ça m'a donné une forme d'aversion pour le groupe. De méfiance, pas d'aversion, mais de méfiance. Je me méfie du groupe, d'ailleurs de la foule en général, des mouvements de masse. Vous avez beaucoup voyagé quand vous étiez enfant suite au métier de votre papa. Vous avez même vécu à Tahiti entre 7 et 9 ans. Oui, pendant 2 ans. Oui. C'est quelque chose que vous avez trouvé comment, difficile ou plutôt agréable? Hallucinant, non, un souvenir éblouissant. D'être en short, plus de chaussures, sortir de l'école, plonger dans la mer. C'est Tahiti, ça? Oui, donc pour moi, ce sont des années absolument incroyables, merveilleuses. Et vous en avez gardé un peu le goût du voyage aussi? Voilà, c'est-à-dire que j'ai toujours eu, avec cette enfance-là, grâce à cette enfance, je dirais, le sentiment d'appartenir à la fois précisément à un pays, d'être français, mais en même temps d'être de nulle part. Puis quand nous étions, comme je suis né à Paris, nous avons habité beaucoup aussi dans le sud de la France, à Toulon, et quand j'étais à Toulon, on parlait de nous comme des Parisiens, et puis quand j'étais à Paris, je suis devenu un Toulonnais, donc si vous voulez, à chaque fois que je me retrouve quelque part, je ne suis pas de cet endroit, et même, je viens d'un autre, et pourtant je suis de partout et de nulle part, du coup. Citoyen du monde. Oui, en tout cas, je pense que ça a cultivé cette chose-là en moi. Et à quel moment l'enfance s'est-elle envolée pour vous? Mais jamais. Et l'adolescence non plus, alors? L'adolescence, si, mais l'adolescence, c'est une autre chose. L'adolescence, c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. Donc, par exemple, j'ai observé en voyant mes grands-pères mourir que quand on est très vieux, c'est avec l'enfance qu'on a de nouveau un rapport très fort, mais pas avec l'adolescence. J'ai vu mes grands-pères mourir en redevenant un tout petit enfant. Ça m'a beaucoup touché d'ailleurs. Et ça m'a encore conforté dans cette idée que l'enfance ne vous quitte jamais. Vous avez un fils qui Pourquoi d'ailleurs? C'est une stupidité de vouloir qu'elle vous quitte. C'est une aberration, c'est normal. L'enfant qu'on a été, il est toujours en soi, c'est normal. C'est son histoire, c'est son passé, il ne faut pas le nier. Et l'enfant que vous avez été, alors est-ce que vous le retrouvez dans votre fils Émile qui est adolescent aujourd'hui, qui a 13 ans? Oui. Vous le retrouvez? Oui, c'est tout à fait étonnant et stupéfiant pour moi. Oui, je retrouve certains de mes défauts, certaines de mes qualités. En tout cas, quand je vois certaines choses, je me dis « Ah, et je suis bien son père ». Est-ce qu'il y a des démons que les années n'ont pas assagis? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous appelez des démons? Je ne sais pas, des choses que vous n'avez pas réussi à tempérer, parce qu'en grandissant, et au fur et à mesure que les années passent, on arrive à cadrer certaines choses. Est-ce qu'il faut les tempérer? Ah, peut-être pas. C'est très juste. Je ne suis pas pour la modération. Je ne suis pas pour le... Ça m'ennuie un peu, les gens qui pensent qu'il faut tout assagir. Je pense que je suis un être passionnel et que je ne peux pas me refaire, quoi. Jouant Hamlet en ce moment, je sais que dans Hamlet, dans le texte qu'a écrit Shakespeare et dans ce que raconte Hamlet et dans son amitié avec Horatio, par exemple, Hamlet ne cesse de répéter à son ami Horatio « Je t'aime parce que tu n'es pas un être de passion, parce que tu es équilibré, parce que tu sais... il dit souffrir, ne rien souffrir tout en souffrant tout, quoi. C'est-à-dire tout supporter et ne rien supporter. Bon, c'est ça un être qui n'est pas de passion. Moi, je ne me referai pas et c'est pour ça que je suis acteur et c'est pour ça que je fais ce métier. C'est parce que ça doit bien passer par quelque chose, mais je suis un peu révolté, je peux pas être tranquille. Je n'aime pas la tranquillité, ça n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça. Merci beaucoup, Charles Berling.
Paul Claudel écrivait ceci. Il ne faut pas que les enfants reçoivent la religion. Il faut qu'ils l'attrapent de leur entourage, comme on attrape la rougeole. Souvent, lorsque l'on est issu d'une famille dite bourgeoise, catholique et pratiquante, être catholique relève davantage d'une culture et d'une tradition plutôt que de la transmission d'une foi vivante. Charles Berling, qu'est-ce qu'il vous reste, vous, de votre éducation catholique ? Certainement la notion de Dieu, c'est-à-dire l'idée qu'on est dominé par des forces qui sont tout à fait mystérieuses et qui nous dépassent totalement. Bon, donc ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, mon fils, quand il avait 4-5 ans, était très attiré par les églises et par Dieu qui y habitait. Et ça me faisait plaisir parce que je pense que c'est très important pour nous de, comment dirais-je, d'avoir cette humilité, de savoir qu'on n'est pas du tout les maîtres du monde et le centre du monde. Donc la notion de Dieu apprend ça. Donc il me reste ça. Mais après, il y a les intermédiaires, si vous voulez. C'est ça qui me gêne. C'est ça qui m'a gêné. Moi, quand je me retrouvais, j'ai été à la messe jusqu'à l'âge de 14 ans, quand je me retrouvais avec des curés qui faisaient des calculs tout à fait rationnels pour dire, après la vie de sacrifice que j'ai eue à servir Dieu, s'il ne m'envoie pas au paradis, c'est que c'est vraiment une ordure. Quand j'entendais ça, je perdais la foi. Vous forcément. avez pris du recul Parce par que rapport pour à moi, c'est une recherche mystique, une recherche spirituelle qui est intéressante. Mais au fond, j'ai plus aimé la religion quand, à travers le théâtre, j'ai joué avec d'ailleurs Moshe Leiser, qui est le metteur en scène de Hamlet, enfin l'un des 2 metteurs en scène de Hamlet, quand nous avons fait une pièce qui s'appelait le D-Book de Shelomensky, donc du répertoire yiddish. Une sorte de Roméo et Juliette. C'est exactement tiré de cette culture-là, donc juive d'Europe de l'Est. Et là, donc, on allait tout le temps dans les synagogues. J'ai regardé la religion juive, en tout cas celle-là, celle d'Europe de l'Est. Et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'à ce moment-là, j'avais, je ne sais pas comment dire, par rapport à la religion catholique, tout d'un coup, je trouvais que c'était intéressant chez les Juifs parce qu'ils ont un rapport plus direct à Dieu. C'est-à-dire, ils parlent directement eux-mêmes. On a le droit de parler plus directement. Dans la religion catholique aussi, et que dans une synagogue, oui, tout à fait, mais quand même, c'est-à-dire que, par exemple, dans une synagogue, il y avait du bruit, il y a des enfants, on peut manger. Donc, alors que le sacré catholique m'a, moi, beaucoup oppressé quand j'étais petit. Donc, finalement, c'est la manière dont on vous l'a présenté, peut-être que présenté différemment. C'est normal, c'est l'intermédiaire par lequel vous passez pour communier avec Dieu, c'est très important. D'ailleurs, la preuve est qu'il y a beaucoup de religions, enfin qu'il y en a plusieurs. C'est bien parce que chacun choisit ses intermédiaires après, si vous voulez. Mais je pense que après, on peut l'appeler Allah ou on peut l'appeler Jésus, enfin Dieu. Ou, bon, enfin, on peut prendre l'intermédiaire qu'on veut. C'est la notion de Dieu qui est importante. Mais disons que pour moi, il n'empêche que la religion catholique m'a trop donné la peur comme étant l'élément moteur, quoi. Et aujourd'hui... On doit craindre tout. Bon, moi, c'est ça qui m'a un peu... Mais aujourd'hui, vous êtes en recherche ou pas ? Non, parce que pour moi, faire du théâtre, faire l'acteur, il y a une recherche de spiritualité dans ce métier. Mais c'est vrai que c'est plus... Je me sens athée, c'est-à-dire je trouve que l'être humain a fait Dieu à son image, finalement. Il a dit que Dieu lui ressemblait. Mais moi, je ne suis pas sûr de ça. Je pense qu'il y a des forces qui ne nous ressemblent pas forcément. Nous sommes un élément infime d'une chaîne naturelle énorme. Donc, je n'ai pas un besoin de... La prière, pour moi, se fait sur un plateau quand je crois dans des valeurs artistiques, dans la sublimation de l'être humain. Ça, j'y crois, et je trouve qu'on est dans une société, dans un monde et dans une évolution où il y a soit l'intégrisme qui arrive comme une volonté, une chose très volontaire sur l'idée de Dieu et en plus qui manie beaucoup trop à mon goût le pouvoir vis-à-vis des autres, ou bien au contraire des êtres qui pensent qu'ils sont... Enfin, qui ne voient pas qu'il y a 1000 choses qu'ils ne voient pas, quoi. Enfin, la célèbre phrase de Socrate, ils ne savent même pas qu'ils ne savent rien. Ils sont prétentieux, orgueilleux.
Et ça forme une humanité de gens qui, tout d'un coup, enfin, ce qu'on appelle des parvenus ou des gens comme ça qui n'ont même pas aucune humilité par rapport à la vie et par rapport aux autres et par rapport même à eux-mêmes. Donc ça, l'un ou l'autre, ce sont deux extrêmes, deux aspects qui ne m'intéressent pas. Donc je cultive un athéisme... tranquille. Non pas tranquille, mais... Pépère. Pépère, pourquoi pépère? Non, ça n'a rien à voir. Pépère. Non. Non, c'est pas pépère. Pourquoi pépère? C'est pas pépère du tout, c'est même très instable, déséquilibré. Mais disons que je crois en la nature, je crois en l'homme, malgré tout. Alors, comment vous envisagez la mort? J'ai lu j'envisage la mort comme un rien, comme un vide. Je pense qu'il n'y a rien, que mon être va se diluer dans la nature, comme ça se passe depuis des millénaires. Tout se transforme. Mais pourquoi, tout d'un coup, mon âme, mon esprit existerait encore? Je crois à la disparition totale. Oui, Et ça ne vous empêche pas de vivre, de ne pas avoir d'espérance pour l'au-delà? Ben non, au contraire, ça m'incite à profiter de la vie. Mais si vous voulez, c'est comme dans le processus d'une journée. Quand je dors, c'est une petite mort, comme on dit. Même si on rêve, on se réveille le matin et on s'aperçoit qu'on s'est couché la veille, mais entre les deux, on peut se souvenir de certains rêves, mais il ne s'est rien passé qu'une forme de disparition. Bah, pour moi, c'est la même chose. Pourquoi ça ne serait pas le cas avec la mort? Après, les morts, par exemple, de gens que j'ai aimés, qui sont morts maintenant, eh bien, ils vivent dans mon souvenir, mais eux-mêmes, ils ont disparu. Non, ça... J'ai lu, par exemple, Louis-René Desforêts, qui est un auteur que j'aime beaucoup, a écrit un texte profondément, et c'est rare, profondément athée sur la mort, où il dit, il avait 78 ans, il sentait la mort à venir, et il disait, je sais que... J'ai une vanité, j'ai la vanité j'ai envie de penser que je me perpétue encore, mais non, je vais vers ce rien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui peut le savoir? Qui peut le savoir? Qui peut affirmer telle ou telle chose? Ce que je cultive, au fond, et ce que je dis là, c'est il faut laisser la place au doute. Donc la religion ne laisse pas assez cette place-là. Pourquoi? On pourrait même douter de l'existence de Dieu, pas du mystère de la vie. Qui peut prétendre? On ne doute pas qu'il y a un mystère, mais lui donner telle ou telle forme, tel ou tel nom, le mettre dans notre cerveau. Hier, à la télévision, j'écoutais Hubert Reeves qui disait une chose merveilleuse. Il disait, allez apprendre à votre chat la théorie de la relativité. Vous sentez que dans le cerveau du chat, il y a une limite, qui ne peut pas se mettre à parler comme nous, qui ne peut pas se mettre à comprendre ça. Pourquoi pour nous, ça ne serait pas le cas? Pour quelque chose de plus intelligent que nous, une conscience plus grande. Nous sommes limités. Voilà, je pense que nous sommes limités. Donc nous créons Dieu qui est un relais comme ça, qui nous permet de nous projeter dans quelqu'un d'autre qui est Dieu et qui permet de se dire comme on est lié à lui, ben, on n'est pas limité puisqu'on ne comprend pas encore, mais on y est avec lui. Mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas aussi? On pourrait aussi dire, ben voilà, la nature est tellement puissante, elle va nous absorber comme elle absorbe le reste. Oui, ça donne une forme de pessimisme, si vous voulez, d'angoisse. On la comble ou on ne la comble pas, cette angoisse, mais après tout, en plus, le rien, le vide, le zéro, c'est un repos. C'est un repos. C'est bien, Hamlet, pardon, je suis obsédé par ça en ce moment, mais Hamlet, dans Être ou ne pas être, c'est exactement ce qu'il raconte, Shakespeare. C'est-à-dire, je voudrais bien n'être rien, et donc avoir plus tous ces problèmes, dit Hamlet, mais au moment où je me dis que je vais me tuer, pour éliminer ces problèmes, eh bien, je me mets à penser. Et ma pensée, je me mets à avoir peur de la mort. De qu'est-ce que je serai quand je serai mort. Personne n'en est revenu pour nous l'expliquer. Personne. Donc là, eh ben, je n'arrive pas à me tuer. C'est vrai que sinon, le suicide serait facile, si j'allais au bout de moi-même. Mais je pense parfois au suicide. Ce qui me retient dans le suicide, c'est les enfants. C'est l'enfant. C'est mon enfant. C'est que j'ai un devoir vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que la religion catholique m'a quand même appris le respect de l'autre et le respect de la vie. Ça, je pense que c'est important. Donc je respecte la vie des autres.
Un vieux proverbe arménien dit que mieux vaut ne pas avoir d'argent que de ne pas avoir d'âme. Un autre proverbe biblique, celui-ci, dit qu'il vaut mieux posséder la sagesse parce qu'elle est meilleure que l'or et acquérir la prudence parce qu'elle est plus précieuse que l'argent. Cela signifie-t-il que l'on peut perdre son âme à trop gagner d'argent, que sagesse et prudence ne sont pas compatibles avec la richesse? Charles Berling, vous avez forcément un avis sur la question, puisque vous avez décidé de parler d'argent. Vous entretenez-vous quel rapport avec l'argent? Certainement compliqué, mais je pense que l'argent peut être dangereux, de même que la notoriété ou que la gloire. C'est-à-dire que l'argent peut donner, et donne d'ailleurs dans le monde, à trop de personnes qui en ont, l'arrogance, quoi. Il y avait, justement, quand on faisait le D-Book de Chalabansky, à l'intérieur de la pièce, il y avait, à un moment donné, il y a le type, un des protagonistes de la pièce, est un riche, très riche industriel, enfin, pas industriel, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas, mais enfin, il est très, très riche, et il y a un rabbin qui vient et qui lui dit regarde par la fenêtre. Alors, il regarde par la fenêtre et il lui dit qu'est-ce que tu vois? Alors, le type dit bah, je vois des gens. Et il dit très bien. Et maintenant, regarde dans ce miroir. Et alors, l'autre va au miroir et il lui dit et qu'est-ce que tu vois? Il lui dit bah, je me vois moi. Et il lui dit tu vois la différence? C'est deux morceaux de verre. Mais derrière le miroir, on a mis une fine couche d'argent et ça suffit pour que tu ne vois plus les autres et que tu ne te vois que toi-même. Je trouve ça magnifique. Et pour moi, je pense que l'argent est à la fois nécessaire, évidemment, mais peut-être dangereux. J'ai connu des gens qui ont de l'argent et souvent, je trouve que ça peut être une source de malheur. Parce que l'argent attire la cupidité, l'argent est encore plus, je dirais, dans le monde d'aujourd'hui, qui est de plus en plus dur avec ça. Et je regrette que ça devienne une valeur un petit peu trop importante. C'est-à-dire que l'argent comme moyen, c'est bien, comme une fin, comme ça le devient parfois, c'est odieux, c'est terrible, et ça détruit l'être humain, ça détruit tout ce qui fait pour moi la grandeur de l'être humain. D'ailleurs, par exemple, je trouve que les politiques, quand ils ne se soucient que de gestion, donc d'argent, quand ils n'ont plus suffisamment de vision à long terme sur, par exemple, la culture, mais il y a d'autres domaines, comme la recherche, comme des choses qui apparaissent comme étant... on se dit, on dépense pour rien, enfin, pas pour rien, mais pas pour des choses suffisamment, d'un point de vue gestionnaire et en plus de vision à court terme, suffisamment efficace. Quand on commence à penser que cette gestion-là est plus importante que des pertes d'argent, apparemment, hein, entre guillemets, qui pourraient être, qui sont pour moi d'une vraie vision à long terme sur la culture ou sur la recherche ou sur de se dire tiens, tant pis, on gaspillerait de l'argent pour la culture, par exemple. Moi, je pense que c'est pas du gaspillage, c'est plus important parce que ça conforte l'idée que l'homme que le commerce des êtres humains entre eux va au-delà qu'un échange de marchandises et d'argent. Vous disiez au début que... C'est mal exprimé, pardon, mais en tout cas... D'abord, c'est très bien exprimé, mais je voudrais qu'on revienne à votre cas personnel. Vous dites que c'est un peu problématique pour vous l'argent. C'est problématique parce que vous dépensez trop. Parce que je m'en fous. Ça m'angoisse de ne pas en avoir, ou ça m'angoisserait de ne pas en avoir. Mais je ne lui mets aucune valeur. Moi, j'étais très intéressé, j'avais un ami qui, enfin, je l'ai toujours d'ailleurs, mais c'est un type qui a fait Sciences Éco, enfin, c'est des mecs qui connaissent bien l'argent. Et il me disait, l'argent, au fond, n'existe pas, c'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est le mouvement c'est le mouvement comme ça des relations, du commerce entre les gens. D'ailleurs, pourquoi l'argent, la spéculation est arrivée? Là, puisqu'on est sur une chaîne catholique, c'est très intéressant, l'histoire de la spéculation. Enfin, on ne va pas développer ça maintenant, mais la spéculation, c'est la vitesse de l'argent. C'est-à-dire, l'argent, c'est rien, ça n'existe pas. C'est pas une matière, c'est quelque chose, même avec les cartes bleues maintenant, c'est virtuel. Donc l'argent, c'est rien. C'est comme ça qu'on spécule, c'est comme ça que des gens, de fortune en fortune, se font d'immenses fortunes avec rien. Avec rien, c'est-à-dire pas de travail spécialement. On rachète des choses, mais bon. Donc c'est un mouvement. Et ça m'intéresse beaucoup, cette notion-là.
Mais pour pouvoir dire l'argent, ça ne m'intéresse pas, il faut déjà en Non, avoir. ça ne m'intéresse C'est pas dur en de... soi, si vous Oui. voulez. Ça m'intéresse, évidemment. Je vais, par exemple, je vais faire un travail, je vais me faire payer. Après, ce qui est très intéressant, c'est le rapport à l'argent qu'on a. Ça, c'est très, très, très intéressant. Très intéressant. Qu'on en ait, qu'on n'en ait pas, qu'on en ait peu, qu'on n'en ait pas. Moi, je suis sans doute très malhabile avec ça. Vous êtes cigale ou Sinon, je fourmi? serais riche. Voilà. Je ne suis pas riche. Parce que les gens qui sont riches, ils font attention à ça. Et alors, Quelqu'un qui est riche, pour moi, c'est quelqu'un qui le cache d'abord, qu'il a de l'argent, parce que c'est important. Parce que je dis, quand on s'est parlé au téléphone avant cette émission, vous me disiez, enfin, forcément, on est acteur, alors tout le monde, les gens pensent, enfin, bon, acteur de cinéma, hein, parce qu'après, ben, on se dit, tiens, ils ont du fric et tout, machin. Bon, moi, d'abord, je ne suis pas un acteur super payé spécialement, je suis bien payé, je vis bien ma vie et tout ça, mais comment dirais-je, ce qui est amusant, c'est que les gens ont toujours l'idée, enfin, on met des gens comme les acteurs, ou bien, après, il y a les footballeurs, enfin, il y a un certain nombre de gens dans la société qui sont en vitrine. Alors voilà, ça, c'est eux qui détiennent l'argent. Hein, ils ont tout. Ils ont tout, en général. En plus, s'ils sont jeunes, machin, ils ont des femmes magnifiques, ils ont de l'argent. Bon, ils correspondent au fantasme que le citoyen va se faire de... Alors que je pense qu'il y a des tas de gens qui ont beaucoup plus d'argent, qui se cachent très bien. Comme quand j'avais fait ce film en Charente à destinée sentimentale, les murs sont très hauts parce que les Charentais, dont était issu Mitterrand, ne veulent pas que ça se sache. Parce que le vrai riche, il n'a pas intérêt à le montrer. Et j'ai vu ça, et je le crois. Et c'est intelligent de la part du vrai pouvoir, de la vraie bourgeoisie, de mettre en avant des leurs, des gens qui sont chargés là de pomper, enfin de satisfaire au fantasme d'une masse, quoi. Ça, c'est très bien, c'est très habile. Ça, mais c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qu'il faut aller voir. on va y aller. Non, mais Merci, enfin, moi, Charles. vous comprenez ce que je veux dire? Moi, Très bien. je suis un saltimbanque, je suis un rigolo, moi, avec l'argent. Merci beaucoup, Charles. Avec un père officier de marine et une enfance passée principalement à Toulon, sur les bords de la Méditerranée, on pouvait s'attendre à le retrouver sur un bateau. Et d'ailleurs, la voile, c'était l'affaire de toute la famille. Mais c'était lui qui était le plus doué et le plus passionné. Alors ce sens de la mer, il l'a gardé et se frotte aux éléments marins dès qu'il en a le temps, c'est-à-dire pas très souvent. Charles Berling. Si. Pas assez souvent. Pas Oui. assez souvent. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la voile, dans le bateau? Ben, je pense que je suis attiré, je le constate avec l'art dramatique, je le constate même avec l'avion aussi. J'aime bien les avions. Vous faites de la chute libre, je crois. Oui, et bien j'aime tous les éléments qui sont instables et en mouvement. Vous voyez, j'aime bien l'élément liquide, ou enfin, oui. Et la voile, c'est avant tout, il y a toujours de l'instabilité sur l'eau, puisque ça bouge tout le temps. Vous voyez. Donc j'aime bien, je me sens bien. Et puis c'est vrai que quand j'ai eu 13 ans, j'ai commencé à monter sur des bateaux, on était à Toulon, et puis voilà, la rigidité, l'aspect très stable du banc d'école, si vous voulez, je le tempérais en allant, faisant comme on dit l'école buissonnière, et puis en allant faire du bateau. Il y a un autre point commun entre votre métier et le bateau, on peut en trouver plusieurs d'ailleurs, mais c'est le fait de larguer les amarres, de quitter le port d'attache et de se lancer. Quoi, oui, partir, revenir. C'est-à-dire que quand on fait du bateau, on est heureux de quitter le port et on est heureux d'y revenir. Moi, c'est ça que ça me fait. Et on est très heureux quand on est sur l'eau. Et il y a des moments après durs. Mais j'ai vécu des moments très très forts en bateau. C'est-à-dire? Des moments où on est confronté à soi-même. Et encore une fois, tiens, ça rejoint les discussions qu'on avait sur d'autres sujets. C'est un élément plus fort que vous, quoi qu'il arrive. Renaud l'a très bien dit en disant c'est pas le marin qui prend la mer, c'est la mer qui prend le marin. C'est-à-dire que vous ne gagnerez jamais avec l'océan. Donc ça veut dire qu'on est face à une nature beaucoup plus puissante que vous. On est chargé, enfin on doit donc accompagner cette nature, on doit s'y fondre, on doit se faire accepter par la mer. Donc on ne doit pas faire de conneries. On ne doit pas penser « ça je vais le faire, je vais pouvoir le faire ». Non, c'est une école d'humilité, une école une école de patience. Et c'est vrai. Et donc ça apprend beaucoup.
Je pense que comme je suis un être profondément fanfaron, orgueilleux, pas humble, eh bien ces choses-là m'obligent à constater que je me trompe et m'obligent à me remettre dans le droit chemin. Voilà. Il y a autre chose aussi, c'est que c'est très physique d'être sur un bateau. Et quand vous êtes sur une scène de théâtre aussi, enfin, vous êtes un acteur qui est très physique. Vous aimez bien tout donner. Oui, vous n'aimez pas vous économiser. Non, voilà, non, je n'aime pas ça, comme vous l'avez compris. Non, non, mais c'est vrai, et ça passe par un engagement physique, oui. Moi, j'ai aimé et compris la littérature parce qu'elle me passait par le corps. Avant, ça faisait pas beaucoup d'écho en moi. Quand ça a commencé par me traverser, au sens propre du terme, puisque je le jouais, puisque je le proférais, à ce moment-là, j'ai compris les mots. Les mots se sont mis à avoir un corps pour moi. Et je suis toujours en quête d'aller chercher le corps des mots. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et quand vous êtes en mer, parce que vous partez seul aussi, vous aimez partir seul? Je trouve que, d'être seul sur un bateau, un bateau devient un compagnon absolument. C'est à la fois un objet, un bateau, mais en même temps, ça devient un compagnon de solitude indispensable. Et ce qu'on donne à un bateau et ce qu'il vous rend, c'est incroyable. Et cette sensation comme ça d'avancer sur un bateau, tout seul, d'être obligé de... Quand on est plusieurs, par exemple, quand on est en équipage, eh bien, chacun a une tâche, donc on peut faire des choses simultanément. Quand on est tout seul, on est obligé de se dire, d'abord je fais ça, après je fais ça. C'est-à-dire, seul, on ne peut pas être à un bout et à un autre bout du bateau. Donc tout d'un coup, on se met à penser les choses de façon extrêmement précise pour qu'elles soient possibles. Parfois dans des cas très, très difficiles, mais on arrive toujours à trouver la solution. Et les paysages que vous voyez depuis votre bateau, ils correspondent à vos paysages intérieurs? Je ne sais pas. Sûrement. Ce qui me plaît beaucoup aussi dans le bateau et dans la voile, c'est que ça n'est jamais lassant. Ça change tout le temps. On se dit, quand on commence à être profondément ennuyé, profondément oppressé par une situation, par une tempête, ou par même un calme trop calme, bon, enfin, eh bien, au moment où on va ne plus supporter, c'est comme pour les enfants. Eh bien, au moment où on va plus supporter, quelque chose se passe qui fait que, hop, une porte s'est ouverte. Et ça, c'est merveilleux. L'un de vos amis avec qui vous faites de la voile, qui est venu dans cette émission, Laurent Bignolas, dites-vous que les mots qui vous correspondent le mieux, c'est le nom d'un bateau célèbre, celui du commandant Charcot, c'est « Pourquoi pas ». Vous reconnaissez, que ce soit pour tout, hein, que ce soit la voile, le théâtre, enfin tout ce qui fait votre vie, c'est « Pourquoi pas ». Pourquoi je n'y arriverai pas? Oui, oui, j'aime bien ça. Oui, ah oui, ça me plaît. C'est bien, c'est gentil. Oui, exactement, parce qu'il ne faut pas rejeter les choses avant de les avoir expérimentées. Voilà, moi je pense que l'expérience est une chose très importante et qu'on ne parle jamais aussi bien des choses que quand on les fait, quand on les a faites, ou quand on les connaît par l'expérience. Et qu'il y a trop de choses on a trop d'idées reçues, on a trop de préjugés. C'est valable pour tous les domaines pour moi. Aïe, j'ai une crampe. La crampe du sportif, ça. Ouais. C'est très important. Donc, pourquoi pas, ça veut dire, eh bien, voyons cette chose en face. Expérimentons cette chose pour en penser quelque chose. Mais avant, alors les autres vont vous dire, ah non, attention, parce que si, parce que ça, ou bien, ah oui, il faut y aller. Une fois qu'on le fait, on comprend. Par exemple, oui, aller dans un avion, ouvrez une porte, sautez, faites de la chute libre. Avant de vous dire, tiens, j'y arriverai pas, machin, etc., essayez-le. Et puis après, vous allez être confronté, vous allez découvrir quelque chose. Enfin, j'aime bien. Pourquoi pas, ça veut dire, c'est pareil sur les bateaux. Allons-y, hop. Mais il est comme ça, Laurent aussi. Il est curieux. Nous vivons dans une société en constante évolution et le mot progrès est certainement depuis le 19e siècle celui qui caractérise le mieux notre société occidentale. À l'opposé, des sociétés primitives vivent au plus près de la nature avec un mode de vie tellement éloigné du nôtre que nous avons peine à l'imaginer. Il paraît même que le cannibalisme existe encore. Charles Berling, vous avez voulu qu'on parle du cannibalisme, c'est original.
Non, mais j'ai voulu qu'on parle du cannibalisme parce que, justement, vous dites, alors, la notion de progrès, donc, moi, naïvement, je pensais comme, je pense beaucoup de gens, on se dit, bon, on est loin du cannibalisme, par exemple. Eh bien, j'étais fort surpris d'apprendre que non, pas du tout, il y avait autant de cannibalisme, sinon plus, qu'avant. Et pas forcément dans des sociétés qu'on dit primitives, hein, c'est-à-dire en Chine, en France, partout, il y a du cannibalisme. C'est-à-dire que, pour moi, et c'est assez intéressant, c'est très fascinant de voir qu'on pense s'éloigner de ce qu'on appelle le primitif, mais qu'en fait, on est totalement imprégné de ça et qu'on est toujours dans le primitif. C'est-à-dire l'idée du progrès, je me suis rendu compte, enfin, quand j'ai lu ce bouquin, dont pardon, je ne me souviens pas l'auteur, mais je me suis dit, tiens, on croit on va dans une espèce de civilisation de plus en plus raffinée où certaines choses dites primitives s'éloignent de nous, ne nous imprègnent pas. Et ben, en fait, c'est totalement faux. Voilà. Enfin, au vu de ce rapport absolument objectif qui est de dire, ben non, regardez, par exemple, il est narré, mais ça s'est passé en France, hein, même je pense, un restaurateur a racheté un restaurant et après il donnait à ses clients à manger les gens qu'il avait assassinés, enfin des choses comme ça. Et les gens mangeaient de l'humain. Mais après, il y a la notion de cannibalisme de façon plus générale. Je pense que même moi, de ma vie, de ma génération, quand j'avais 20 ans et maintenant, j'ai le sentiment que la société évolue vers plus de cannibalisme encore. C'est-à-dire que le cannibalisme sous toutes ses formes, disons. C'est-à-dire que l'être humain comme un prédateur d'autrui, moi, dans ma vision du monde, c'est plus fort que qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on est dans une société plus dure, et c'est un rapport aussi avec la notion de l'argent la valeur de l'argent qui prend beaucoup de pouvoir. Donc, tout d'un coup, l'être humain et le faible, eh ben, il est directement absorbé, digéré par le plus fort, mais au sens propre comme au sens figuré. Au sens figuré plus généralement, mais donc ça m'a beaucoup intéressé, cette notion de cannibalisme, parce que je la ressens, parce qu'elle existe. D'ailleurs, quand on est sur un plateau de théâtre, quand on joue, il y a cette notion de prédateur d'autrui, c'est-à-dire qu'on est dans une relation assez sauvage à l'être et aux autres, mais c'est cadré, si vous voulez. C'est dans un cadre, soit pour le cinéma, le cadre du cinéma, soit sur une scène. Mais sur une scène de théâtre, on a le droit de faire des choses qu'on n'a absolument pas le droit de faire dans la vie. Comment ça, sauvage? J'arrive pas à percevoir. Sauvage parce que ça enclenche, ça réveille en vous un aspect sauvage, de prédateur, un rapport de force très violent. C'est bien connu c'est pour ça qu'il y a tant d'histoires ou tant de problèmes entre les acteurs, ou que tout d'un coup, il va y avoir un acteur qui pète les plombs et qui trucide à moitié un autre. Il y a des tas d'histoires comme ça, parce que sur un plateau, on est en proie, on est en contact avec ces forces très sauvages. Peut-être aussi parce que vous êtes à nu quand vous êtes oui, mais à nu, c'est qu'on est à nu, mais encore une fois en connexion avec des forces primitives. Et c'est ça qui donne l'intérêt. C'est pour ça que les gens vont au théâtre, par exemple, ou vont voir des films. C'est que cet art-là demande aux acteurs de... Bon, après, il y a eu Grotowski, il y a eu... Dans l'histoire même du théâtre, il y a des extrêmes de ça. C'est-à-dire des gens qui, tout d'un coup, après, ils s'inspirent du vaudou pour entrer dans les transes. Bon, c'est bien un aspect primitif de l'homme, indispensable et pas du tout abandonné. Donc c'est pour ça que je parlais du cannibalisme, pour amener ces notions-là qui sont vraiment très importantes. Le théâtre a la vertu, disons, de cadrer ces choses-là. Donc, et moi, quand je suis au théâtre, quand je fais l'acteur, souvent je me dis, là, ce que je suis en train de penser, de vivre ou de faire, si je le faisais en sortant du théâtre, mais on me trucide, on me met tout de suite en prison, vous comprenez? Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent les acteurs et le monde, par exemple, et les truands, le monde glauque de la nuit, du banditisme, c'est des milieux qui ont, le cinéma et ces mondes-là, la police aussi, qui sont fascinés l'un par l'autre, parce que je pense qu'il y a il y a des bases communes, oui. Alors, vous nous avez amené à ma demande un objet de votre choix. Que voilà. Que voici, que vous allez nous expliquer. Donc, une statue. Oui, une statue qui vient de Papouasie, semble-t-il, que j'ai achetée en Nouvelle-Calédonie, parce que j'aime bien l'art brut. Et ça correspond un peu à la conversation que nous venons d'avoir. C'est-à-dire, pour moi, encore une fois, tout ce qui me suggère l'art primitif m'intéresse.
m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, les surréalistes sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur l'art africain. Il y a eu beaucoup pendant le XXe siècle justement d'artistes qui se sont posés cette question. Et ça m'intéresse toujours. J'aime beaucoup Dubuffet et son musée de l'art brut, par exemple. Donc, cet art-là, comme ça, ces statuettes, tout d'un coup, expriment des choses assez frontales, de façon frontale. Il y a une puissance sauvage. Elle vous inspire quoi quand vous la regardez? Elle me fait à la fois peur et elle m'attire. Donc ça correspond un peu C'est vrai qu'elle fait peur. à ce que j'aime dans la vie et dans mon métier. C'est d'avoir peur et d'avoir envie en même temps. D'avoir une espèce de combat entre le désir qui maîtrise la peur. C'est un objet qu'on trouve où chez vous? Il se déplace. Ah bon? Il vous suit? Non, mais je veux dire, je vais le mettre à un moment donné à tel endroit dans la maison, et puis je vais le changer de place. Je pense qu'un objet se déplaçant réattire votre regard. Dans une maison, un objet comme ça, vous allez vous habituer à sa place au bout de 6 mois, et en le déplaçant, vous le redécouvrez. Là, j'ai déménagé. En déménageant, je redécouvre des objets comme ça que j'avais un peu oubliés, qui s'étaient enfouis dans le quotidien, quoi. Enfin, Mais qui vont vous parler différemment. Mais... Vous nous refaites le regard, là? Je crois qu'ils ne l'ont pas vu. Merci beaucoup, Charles. L'acte d'écrire exige un mouvement intérieur suffisamment puissant pour arracher l'homme à la pesanteur et permettre en lui, dans la solitude, le miracle de la création. La chanson n'est pas un art mineur, mais un genre littéraire à part entière, puissant s'il est bien employé, c'est-à-dire avec talent. Charles Berling, on ne savait pas forcément que la chanson vous intéressait. C'est pas quelque chose que vous affichez franchement. Ça va dans le pourquoi pas de Bignolas, non? Oui, non, la chanson m'intéresse beaucoup, oui, mais c'est très fort, la chanson. On a tous été... on a tous des chansons qui nous ont accompagnés à certains moments de notre vie, des chansons qui sont après indélébiles dans votre mémoire affective, pour différentes raisons très, très variées, mais c'est l'art de raconter une histoire en 3 minutes et demie. C'est extraordinaire quand c'est bien fait, c'est sublime, quoi. Je trouve c'est une littérature et puis chantée. pour moi, c'est un art populaire, quoi, qui peut être noble en même temps. Et oui, après, il y a des chansons de merde et puis des magnifiques chansons, hein, mais l'écriture de la chanson, c'est un art que je trouve très intéressant, oui. Même dramaturgiquement, c'est intéressant. Comment raconter une histoire, c'est-à-dire quel point de vue avoir, qui raconte, au moment de quel point de vue on se place pour raconter cette histoire? Est-ce que c'est du jeu? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on veut faire passer? C'est-à-dire, c'est faire passer un sentiment et en lui mettant des mots, en racontant une petite histoire qui va tout d'un coup synthétiser ce sentiment. On sent que vous avez réfléchi à la question. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas que vous avez participé à un album de Julien Clerc, par exemple? Mais je n'ai pas participé à un album de Julien Clerc. Non, j'étais là quand Carla Bruni, avec qui je vivais, écrivait ses chansons. Donc on parlait de ça, de ce sujet, de savoir du principe de l'écriture d'une chanson. Et je la voyais écrire, et puis après elle a envoyé ses chansons à Julien Clerc. Mais je ne le dis pas parce que je ne l'ai pas fait. D'accord. Mais j'aime bien écrire, et j'écris volontiers. Vous écrivez volontiers des chansons, donc? Oui, j'aime bien, oui. Mais pour l'instant, si vous voulez, je n'en parle pas parce que je ne le fais pas de façon suffisamment approfondie pour en parler. Il faut parler des choses qu'on fait vraiment et pas... Donc je sais que progressivement, comme ça, je m'intéresse à la question, au contact de Carla, comme ça, quand elle a écrit son album, des choses comme ça, ça m'a passionné. Et c'est d'ailleurs à travers elle que j'ai compris un certain nombre de choses. Et donc, moi, j'ai très envie d'essayer de trouver, à travers ce mode d'expression, ma place, quoi. Mais je pense que c'est long et qu'il faut prendre son temps. Donc, on ne va pas en parler parce que ça peut prendre 10 ans, 15 ans, j'en sais rien, mais c'est passionnant. Et quand j'ai des sentiments, tout d'un coup, je me dis, tiens, ça ferait une chanson. Je ne sais pas, votre ami qui se réveille, un mouvement d'une femme qui sort d'un lit, qui va prendre son petit déjeuner, j'en sais rien. Un mouvement comme ça, c'est racontable. Et ça nous réunit, si vous voulez, parce que on sent que quand on écrit une bonne chanson, que quand une bonne chanson est en train de s'écrire,
elle a cette qualité incroyable d'être à la fois le fruit d'un individu, d'être un sentiment extrêmement particulier, intime à quelqu'un, et cependant, tout d'un coup, d'être partageable de façon universelle. Et ça, c'est pour moi une notion qui me fascine. J'avais lu un texte de Genet extraordinaire sur la peinture de Rembrandt, où il disait, au départ, Rembrandt a peint tellement de tous les bourgeois qui l'entouraient, il avait des tas de commandes. Dans ses tableaux, il y a ça plein de monde tout le temps. Et progressivement, il s'est mis à ne peindre plus que lui-même. Et cependant, quand on voit les tableaux de ses autoportraits de Rembrandt, on constate que dans le visage qu'il peint de lui-même, il y a encore tout le monde. C'est-à-dire qu'il arrive à peindre son propre visage, mais ça continue à raconter l'universel, ça continue à raconter les autres. Parce que c'était un texte de Genet extraordinaire sur cette notion-là, sur la notion du particulier, de l'intime et du général. Alors parlons d'un autre texte. Et ça rejoint une discussion qu'on a eue sur qu'est-ce qu'un acteur et qu'est-ce que l'art dramatique entre l'individu et le général. Parlons d'un autre texte que vous nous avez apporté, un texte que vous avez récité en Avignon. Récité. Lu. Non, récité. Non, c'était un spectacle. Excusez-moi, c'était un spectacle. Oui, que Michel Dumoulin, un metteur en scène, m'avait proposé et que nous avions fait. Alors, vous avez le livre derrière vous. Tout à fait. Citons le nom de Louis-René Desforêts, qui est un auteur, malheureusement mort, que j'aime beaucoup, qui est pour moi un grand écrivain, tout simplement. Pas que pour moi d'ailleurs, même si c'est pas un écrivain qui a écrit énormément et qui en tout cas n'a pas promu son écriture. Enfin, c'est quelqu'un de l'ombre, un homme discret qui a passé sa vie à l'être, quoi, et avec beaucoup de panache, paradoxalement. Donc ça, c'était comme ça que commençait le spectacle. J'attaque là ? Ça s'appelle Le Bavard. Oui. Je présume qu'il est arrivé à la plupart d'entre vous de se trouver saisi au revers de la veste par un de ces bavards qui, avides de faire entendre le son de leur voix, recherchent un compagnon dont la seule fonction consistera à prêter l'oreille, sans être pour autant contraint d'ouvrir la bouche. Et encore, il n'est pas sûr que cet importun exige qu'on l'écoute. Il suffit qu'on se donne un air intéressé, soit en opinant de temps à autre d'un signe de tête ou d'un léger murmure, que les romanciers appellent justement approbateur, soit en soutenant vaillamment le regard insistant de ce pauvre diable, malgré l'extrême fatigue que ne manquera pas de produire une telle tension musculaire. Examinons de près cet homme, qu'il éprouve le besoin de parler, et pourtant qu'il n'ait rien à dire, et plus encore, qu'il ne puisse assouvir ce besoin sans la complicité plus ou moins tacite d'un compagnon qu'il choisit, s'il en a la liberté pour sa discrétion et son endurance, voilà qui mérite réflexion. Cet individu n'a strictement rien à dire, et cependant il dit 1000 choses. Peu lui importe l'assentiment ou la contradiction d'un interlocuteur, et cependant il ne saurait se passer de celui-ci, auquel il a d'ailleurs la sagesse de ne demander qu'une attention toute formelle. Tout se passe comme s'il était atteint d'une affection à laquelle il serait impuissant à apporter un remède ou, pour me servir d'une comparaison familière, comme s'il se trouvait dans le même embarras que l'apprenti sorcier. La machine tourne sans nécessité, impossible d'en contrôler les mouvements désordonnés. Eh bien, j'ose dire, sans préjudice de la défection instantanée et massive de lecteur à laquelle cet aveu m'expose, que j'appartiens précisément à cette espèce de bavard. C'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai. Je pense que c'est un très très beau texte que j'avais eu le plaisir de jouer, qui raconte, qui parle du langage, de ce besoin irrépressible, là on vient de le prouver encore une fois, que nous avons de parler. Et qui peut être considéré dans certains cas comme une maladie. Et je comprends ça. Quand on dit des choses essentielles, quand on dit des choses essentielles comme ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est pas grave. Je crois au langage. Ce texte a été écrit en 1947. Louis-René Desforêts avait fait de la résistance, avait donc vu très jeune, puisqu'il avait 27 ans en 1947, il avait vu très jeune l'horreur de la guerre de 40-45, et il est sorti de cette épreuve
en disant on ne peut plus écrire des romans comme avant. Donc il a écrit Le Bavard, qui est au fond une sorte de scepticisme sur le langage. C'est en quoi cet auteur, cet écrivain m'intéresse beaucoup, c'est qu'il a un goût profond et vrai pour le doute, mais sous toutes ses formes. C'est lui dont on parlait l'autre fois quand on disait que c'est un athée convaincu, mais un athée qui assume l'idée du vide qui suit la mort d'un être vivant. Alors malheureusement, notre bavardage fort intéressant va être obligé de s'arrêter là, puisque l'émission se termine. Je vous souhaite quoi? Je vous souhaite de bien terminer Hamlet. Il y en a encore pour quelques jours à l'heure où nous enregistrons cette émission. Oui, de sortir, de ne pas me faire plus mal que je n'ai mal. De ne pas m'abîmer plus, mais oui. Je vous souhaite quoi? De beaux projets encore? Et oui, je vais maintenant, je vais mettre en scène l'année prochaine une pièce de Pascal Elbé, pour ceux qui restent, qui est une très belle pièce très contemporaine. C'est sa première pièce. J'ai été saisi par la qualité de son travail. Et puis sinon, je vais, après avoir, comme on vient de le dire, servi Hamlet pendant des mois et des mois, je vais maintenant me remettre à tourner pour le cinéma et la télévision. Ah bah, très bien, un beau programme. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. À bientôt, Charles.